Salut à tous, aujourd'hui un nouveau format, plus court, un peu plus court. Bon, ok, ce sera sans doute encore vachement long, mais le but de ce format, c'est avant toute chose d'apporter un éclairage un peu nouveau à quelque chose de parfaitement préétabli. Un format que j'ai décidé d'appeler « C'est pas ce que vous croyez ». Et le tout premier épisode est consacré à Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette, qu'est-ce que c'est ? C'est une tragédie en 5 actes, en vers et en prose, écrite par William Shakespeare. La première édition date de 1597, la première publication, sous le titre curieux de « Une excellente tragédie prétentieuse de Roméo et Juliette ». Il est possible que ma traduction soit aux fraises. Mais bon, on va faire comme tout le monde, on va appeler ça simplement Roméo et Juliette. C'est une pièce qui date plutôt du début de la carrière de William Shakespeare, même si c'est très difficile de dater ça précisément, puisque justement la première publication dit simplement « Voilà le texte tel qu'il a été souvent joué publiquement ». Les historiens vous remercient pour ces précisions. Et alors, Roméo et Juliette, de quoi ça parle ? Déjà, c'est une histoire d'amour. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que si vous posez la question à 100 personnes dans la rue, vous leur demandez de vous citer une histoire d'amour célèbre, classique. Je dis pas, vous allez bien tomber sur un mariole qui va vous parler de Tristan et Iseut, mais tout le monde va vous parler de Roméo et Juliette. Et inversement, si vous demandez aux gens c'est quoi Roméo et Juliette, ils vous répondront ce qu'ils vous répondront, mais vous pouvez être sûr que dans leur réponse, il y aura les mots histoire d'amour. Roméo et Juliette, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une des histoires d'amour les plus célèbres du théâtre, de la littérature et du cinéma. Parce que oui, Roméo et Juliette a été adapté plusieurs fois au cinéma. Oui, il y a les adaptations classiques, comme celle de Cukor en 1936, de Zeffirelli en 1968, ou plus récemment et peut-être plus populaire, celle de Baz Luhrmann en 1996, avec un Leonardo DiCaprio qui est âgé de 21 ans au moment du tournage. Mais il y a également des adaptations plus libres. La plus célèbre étant évidemment la comédie musicale West Side Story, mais d'une certaine manière également Titanic de James Cameron, qui pour le coup est une adaptation très très libre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est James Cameron qui présente lui-même le film comme étant une espèce de Roméo et Juliette à bord du Titanic. And, you know, I went in and pitched it to the studio as Romeo and Juliet on a ship. It's going to be this epic romance. Et alors, juste pour info, on ne parlera pas de... ou de chansons qui ont été inspirées par la pièce de théâtre et dont j'ai vraiment pas envie de parler. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Bon, tout ça, c'était une introduction beaucoup trop longue pour un programme qui se veut plus court. Alors du coup, Roméo et Juliette, qu'est-ce que ça raconte ? Dans la ville de Vérone, ou Verona Beach pour la version de Baz Luhrmann, vivent deux familles riches et nobles, mais qui se détestent, au moins par tradition. Voilà. Alors on ne nous présente pas une famille comme étant la gentille puis l'autre la méchante, ce sont deux familles honorables, mais dont la haine réciproque provoque une série de troubles dans la ville. Et comme c'est une ville princière, ça fait que le prince réunit le chef de chaque famille, et puis il dit aux deux patriarches, il dit à partir de maintenant, la prochaine incartade, c'est vous qui trinquez, peu importe les causes, peu importe les raisons. Donc vous allez faire en sorte que tout ça s'arrête. Ce que les deux chefs de famille sont plus ou moins contraints d'accepter. Le père Montaigu envoie Benvolio, son neveu, chercher Roméo, son fils, donc, qui est âgé de 16 ans et qui est donc le cousin de Benvolio, parce qu'il semble aux parents de Roméo que ce dernier il est un petit peu morose ces temps-ci, donc ils sont un peu inquiets. Et effectivement, quand Benvolio arrive, il voit bien que Roméo il est plutôt tristoun. Mais il se retrouve invité à une grande soirée masquée organisée par les Capulet, la famille ennemie des Montaigu. Et Benvolio, accompagné de Mercutio, qu'on pourrait qualifier librement de meilleur ami de Roméo, donc les deux, ils arrivent à entraîner Roméo à cette soirée, en prétextant le fait que d'abord, d'une, comme c'est masqué, personne ne le reconnaîtra, et donc il ne risquera rien, et de deux, il y aura des meufs. Donc sans doute de quoi redonner le sourire à Roméo. Pendant ce temps-là, chez les Capulet, on est en train d'organiser les préparatifs de la soirée qui va être l'occasion de fêter les 16 ans de leur fille Juliette, et donc son entrée dans le grand monde. Et les Capulet espèrent bien pouvoir à cette occasion la promettre au jeune Paris, avec un circonflexe sur le A, un jeune seigneur avec qui il serait parfaitement convenable de la marier. Et juste pour finir avec cette exposition des personnages, chez les Capulet, il y a aussi le cousin de Juliette, Tybalt, qui est réputé pour être une des plus fines lames de la région, et qui déteste les Montaigu, mais autant qu'il lui est possible de le faire.
nos amis les Montaigu se rendent donc à cette soirée, ni une ni deux, il y a Tybalt qui reconnaît Roméo, et donc qui a envie d'aller le déglinguer, mais il en est empêché par le père Capulet qui dit « Attends, mon gars, il n'est pas question de t'humilier la famille en t'en prenant à un invité pendant la soirée, fût-il un Montaigu. » Et d'ailleurs, concernant Roméo, le père Capulet dit lui-même « Vérone est fière de lui, comme d'un jouvenceau vertueux et bien élevé. Je ne voudrais pas, pour toutes les richesses de cette ville, qu'ici, dans ma maison, il lui fût fait une avanie. Et donc, patience, ne fais pas attention à lui, c'est ma volonté. Si tu la respectes, prends un air gracieux et laisse là cette mine farouche qui sied mal dans une fête. » Elle sied bien dès qu'on a pour hôte un tel misérable, je ne le tolérerai pas. Vous le tolérerez. Qu'est-ce à dire, monsieur le Freluquet? J'entends que vous le tolériez. Allons donc. Qui est le maître ici, vous ou moi? Allons donc. Vous ne le tolérerez pas? Dieu me pardonne. Vous voulez soulever une émeute au milieu de mes hôtes? Vous voulez mettre le vin en Perse? Vous voulez faire l'homme? Et je me note absolument cette remarque extrêmement humiliante de « vous voulez faire l'homme ». Petit magnifique. Voilà. Et donc Tybalt se barre, mais il se promet quand même qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il aura sa revanche. Pendant ce temps-là, Roméo et Juliette se voient pour la première fois, tombent immédiatement follement amoureux l'un de l'autre, ce qui donne lieu à la célèbre scène des échanges de baisers, dont voici un court extrait. « Restez donc immobile tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez pris le péché de mes lèvres? Oh, reproche charmant. Alors, rendez-moi mon péché. Vous avez l'art des baisers. » Juliette est appelée à rejoindre sa mère, et donc là, Roméo comprend que c'est une Capulet. « Oh, trop chère créance, ma vie est due à mon ennemi. » Et c'est là qu'on voit qu'ils sont amoureux de ouf. Parce que pour Roméo, ça y est, sa vie est jouée, là. Mais Benvolio attrape Roméo pour qu'il se casse, parce que voilà, bon, la fête est finie, c'est bon, ça suffit. Et au moment de partir, il y a quand même la nourrice de Juliette qui va attraper Roméo pour lui demander son nom, et donc il lui dit qu'il est un Montaigu. Et donc, du côté de Juliette, « Mon unique amour émane de mon unique haine. Je l'ai vu trop tôt sans le connaître et je l'ai connu trop tard. Il m'est né un prodigieux amour, puisque je dois aimer un ennemi exécré. » Boum! C'est comme ça qu'il parle d'amour, Shakespeare. Ok? Mais Roméo, ça le saoule de partir. À partir de maintenant, il a envie de passer chaque instant de sa life avec Juliette. Donc il retourne à la maison des Capulet, discrètement, en disant « Puis-je aller plus loin, alors que mon cœur est ici ?» Ce qui est tout de même classe comme formulation. Roméo finit par trouver la chambre de Juliette et s'y rend. Et alors là, il s'échange plein de belles paroles en faisant gaffe à ne pas se faire cramer par la famille. Mais c'est à ce moment-là qu'il réalise en fait le problème que pose leur amour. « Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet. » Et, comme elle le dit par la suite, « Ton nom seul est mon ennemi, ainsi que, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. » Et ils ne doivent absolument pas se faire griller. Hein, c'est comme elle le dit elle-même. « S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, et je suis à l'épreuve de leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. » Du verbe voir à l'imparfait du subjonctif. C'est Shakespeare, hein, quand même. Roméo finit par devoir se casser, donc il y a Juliette qui le fout à la porte, non sans qu'ils aient eu chacun le temps de faire leur « c'est toi qui raccroche en premier »,« non c'est toi »,« non d'abord c'est toi »,« non on raccroche en même temps »,« non d'accord c'est toi qui raccroche ». Voilà, bref, mais ils se donnent tout de même rendez-vous le lendemain pour l'équivalent shakespearien du McDo-ciné, à savoir pour se marier. La scène suivante, c'est-à-dire la scène 3 de l'acte 2, c'est Roméo qui se rend dans la cellule du frère Laurence, qui, selon les traductions, peut s'appeler Laurent, mais moi dans ma traduction c'est Laurence, donc je vais l'appeler Laurence, donc un moine franciscain, qui est interprété par Pete Postlewaite, un moine franciscain donc, et justement à ce propos, petit aparté. L'ordre des franciscains, ou de leur vrai nom, l'ordre des frères mineurs, c'est un ordre religieux catholique qui est né sous l'impulsion de François d'Assise, d'où leur nom de franciscain, qui est installé en Italie à l'époque où se passent les événements de Roméo et Juliette, donc ça c'est legit. Et en gros, c'est un ordre qui a fait vœu de pauvreté. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que leurs actions ne sont pas motivées par une volonté d'enrichissement personnel. Par ailleurs, c'est l'occasion de vous raconter un truc que peut-être vous ignorez, à savoir qu'un des grands penseurs de l'ordre des franciscains était Guillaume d'Occam, le Occam du rasoir d'Occam. Voilà, je me disais que c'est peut-être pas inutile de vous dire que ce raisonnement était l'œuvre d'un moine. Fin de l'aparté.
Donc Roméo va voir le frère Laurence, parce qu'il lui dit, voilà, je suis tombé amoureux, fou de la fille Capulet, je veux l'épouser, et donc il faut que tu m'aides. Alors en vrai, bon, la scène elle est longue, et on va y revenir par la suite, vous inquiétez pas. Mais là, en gros, ce qu'on va noter pour l'instant, c'est la conclusion du moine qui dit « Je vais t'aider parce que cette union peut, par un heureux effet, changer en pure affection la rancune de vos familles. » Pour le moine, un mariage entre les Capulet et les Montaigu, ça signifierait la fin des querelles entre les deux familles, et donc plus de paix et de sérénité à Vérone. Pendant ce temps-là, acte de scène 4, on a Benvolio et Mercutio qui sont en train de discuter du fait que Tybalt a envoyé une lettre de provocation à Roméo, que Roméo n'a pas encore lue. Et arrive Roméo, et puis là, d'un coup, ça se balance du fion, comme des potes se balancent des fions. Ça s'envoie de la vanne, en veux-tu, en voilà, mais version shakespearienne. Voilà, donc ça a un peu de la gueule. M'auriez-vous pris pour une oie? Je ne t'ai jamais pris pour autre chose. Ah, je vais te mordre l'oreille pour cette plaisanterie-là. Non, bonne oie ne mord pas. Ton esprit est comme une pomme aigre. Il est à la sauce piquante. N'est-ce pas ce qu'il faut pour accommoder l'oie grasse? Arrive alors la nourrice de Juliette, accompagnée de son valet, qui vient parler à Roméo, mais qui se fait direct tacler à la gorge par Mercutio. « Mon éventail, Pierre !»« Donne-le-lui, bon Pierre, qu'elle cache son visage. Son éventail est moins laid. » Quand même. Elle finit par discuter avec Roméo, qui lui dit « Écoute, tu vas dire à Juliette qu'elle me rejoigne à Confesse chez le frère Laurence cet après-midi, comme ça il pourra nous marier. » Bah, ils se sont quand même pécho la veille, donc il n'y a aucune raison que ça traîne, hein. Je veux dire, ça va bien maintenant. Scène 5, la nourrice donne l'info à Juliette, après en avoir fait des caisses sur le fait qu'elle a mal à la tête, qu'elle a mal aux pieds, enfin bref, on s'en fout. Pour ce qui nous intéresse, nous, on s'en fout. Scène 6, Juliette rejoint Roméo chez le frère Laurence, qui les marie, mais hors champ. Enfin, ou hors texte, ou hors scène, je sais pas comment on dit. Voilà, mais en tout cas, voilà, ce qui importe, c'est que l'acte 2 se termine, ils sont mariés. L'acte 3 commence, et à partir de là, ça va être la merde. On a Mercutio et Benvolio qui sont ensemble quand Tybalt arrive, très énervé, à la recherche de Roméo. Mercutio, vous l'avez compris, c'est une grande gueule, donc il ne désamorce rien. Roméo arrive, se fait copieusement insulter par Tybalt, mais lui répond ceci. « Je proteste que je ne t'ai jamais fait injure, et que je t'aime d'une affection dont tu n'auras idée que le jour où tu en connaîtras les motifs. Ainsi, bon Capulet, tiens-toi pour satisfait. » Ce qui énerve Mercutio, qui décide de provoquer lui-même Tybalt, dont on a expliqué que c'était une fine lame, et qu'il ne faut pas lui chercher la merde. Les deux se bagarrent à l'épée, Roméo tente d'interrompre le duel en s'interposant, mais ce faisant, en fait, il cache la vue un petit peu à Mercutio, donc il offre une ouverture à Tybalt qui blesse mortellement Mercutio. Mercutio qui va maudire leurs deux familles et leur querelle. De rage, Roméo tire son épée à son tour, fait la bagarre avec Tybalt, réussit à le tuer, doit se barrer avant que des gens arrivent pour l'arrêter, mais il a quand même le temps de sortir sa réplique qui est une des plus célèbres de la pièce. « Oh, je suis le bouffon de la fortune. » Le bouffon de la fortune? Alors, à mon sens, c'est une traduction qui est un peu merdique. Hein. No offense au traducteur, c'est compliqué de traduire de Shakespeare, ok voilà. Je préfère de loin la traduction « Je suis le jouet de la fatalité ». Mais on s'en fout. Bref, Roméo se barre. Le prince arrive, accompagné de maman Capulet, qui tombe donc sur le corps de Tybalt, qui, je rappelle, est son neveu. Et il y a le prince qui fait « Attendez, c'est quoi ce bordel? Il s'est passé quoi, là ?» Benvolio explique que Tybalt a cherché la merde et qu'il a tué Mercutio, ne laissant pas d'autre choix à Roméo que de tuer Tybalt à son tour. Ce qui est un peu vrai. La mère Capulet dit alors à son tour au prince « On ne peut pas l'écouter celui-là. C'est un Montaigu, donc il ment pour défendre son cousin. » Ce qui serait sans doute vrai, si c'était nécessaire. Le prince, là, devant tout ce merdier, il dit « Roméo a tué Tybalt, mais Tybalt a tué Mercutio. Qui maintenant me paiera le prix d'un sang si cher ?» Benvolio dit « Ouais, mais enfin, c'est pas la faute de Roméo, il avait tué Mercutio. » Et le prince répond « Bon, ok, dans ce cas, d'accord, mais on va au moins quand même exiler Roméo, qui se barre de la ville, parce que ça va bien maintenant, ces histoires. » Fin de la scène. Scène 2, la nourrice va voir Juliette pour lui apprendre ce qui s'est passé. Alors, Juliette, elle a de la peine pour son cousin Tybalt, mais elle est surtout heureuse de savoir que Roméo est toujours vivant. Donc elle confie sa bague à la nourrice en lui disant « Tu vas donner cette bague à Roméo, comme ça il me la remettra avant de devoir se barrer. Comme ça je suis sûr de le voir pour lui faire mes adieux avant qu'il soit obligé de quitter définitivement la ville. » Scène 3, le moine apprend à Roméo qu'il échappe à la peine de mort et qu'il va simplement être banni de la ville. Ce à quoi Roméo pleurniche que le bannissement c'est bien pire que la mort. Et alors à ce moment-là, très clairement, on le voit bien dans le texte, le moine il a quand même envie de lui en retourner une pour dire autant de conneries.
Arrive la nourrice qui raconte à Roméo que Juliette pleure Tybalt mais qu'elle appelle Roméo. Roméo pense qu'elle dit son nom pour le maudire et donc il sort son poignard et demande au moine dans quelle partie de son corps se trouve son nom pour qu'il puisse l'en extraire. Bon, là, clairement, le moine et la nourrice, ils en ont ras le cul du drama. Là. Retiens ta main désespérée. Es-tu un homme? Ta forme crie que tu en es un. Mais tes larmes sont d'une femme. Et ta sauvage action dénonce la furie déraisonnable d'une bête brute. Bon, on va passer sur le sexisme, déjà parce que ça date du XVIe siècle, et puis en plus que c'est le personnage du frère Laurence qui est sexiste en l'occurrence, donc pourquoi pas. Voilà, ce qui se passe surtout, c'est que là, ils sont en train de lui expliquer, enfin, ils essayent de lui expliquer que globalement, il s'en tire plutôt bien vu les circonstances. Les bénédictions pleuvent sur ta tête. La fortune te courtise sous ses plus beaux atours. Mais toi, maussade comme une fille mal élevée, tu fais la moue au bonheur et à l'amour? Et là, le frère Laurence propose la chose suivante. Il lui dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Déjà, tu vas fermer ta gueule et tu vas te barrer à Mantoue. Le temps que moi, j'explique qu'en fait, toi et Juliette, vous êtes mariés. Ce qui devrait normalement enterrer la hache de guerre. À ce moment-là, le prince sera content de te laisser revenir, puisque ce sera le prix de la paix. Tout le petit monde est d'accord et convient que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est plutôt une bonne idée. Et donc la nourrice dit à Roméo, écoute, je vais aller voir Juliette pour lui expliquer la situation, et pour lui dire que tu vas venir la voir avant de partir. Voilà. Et puis bien sûr, elle lui donne la bague. Pendant ce temps-là, chez les Capulet, il y a Papa Capulet qui est avec Paris, dont je suis à peu près sûr que vous aviez oublié son existence, ce qui est normal, parce qu'on s'en fout de ce personnage en vrai. Mais voilà, en gros, ce qu'il dit à Paris, c'est bon, Juliette, elle est un peu triste de la mort de Tybalt, donc on va pas la déranger maintenant. Mais bon, d'un autre côté, ça va, tout le monde meurt, ok, il faut quand même qu'on avance. Et donc, on va pouvoir commencer à discuter du mariage. Quoi? Vous pensez qu'il dit pas ça? Voyez-vous, elle aimait chèrement son cousin Tybalt, et moi aussi. Mais quoi? Nous sommes nés pour mourir. Du coup, Capulet prend les devants et dit à Paris, écoute, je connais bien ma fille, je peux parler en son nom, t'inquiète, c'est bon, tu peux l'épouser avec plaisir, elle sera ravie. Voilà. Mais comme il y a eu un décès dans la famille, il faut quand même qu'on attende un petit peu. Donc je te propose qu'on fasse ça mercredi. On est lundi. Hein. Mais doucement. Quel jour est-ce? Lundi, monseigneur. Lundi? Eh eh. Alors, mercredi est trop tôt. Ce sera pour jeudi. Puis il raccompagne Paris à la porte pour qu'il se casse. Le jeune Paris dit, un peu romantique, « Je voudrais que jeudi soit demain. » Ce à quoi Capulet répond, « Bon, vous pouvez partir, ce sera jeudi. » Ça va maintenant, c'est bon, je suis crevé, il est tard, casse-toi. Décart de chez moi. Et boum, scène 5, on est dans la chambre de Juliette, où Roméo et Juliette ont passé la nuit ensemble, une partie de la nuit ensemble. Donc ils se sont déglingués pendant une bonne partie de la nuit, et grand bien leur face, parce que d'ici 2 jours, ils seront morts tous les deux. Et Roméo doit partir, mais il veut pas, mais il doit. C'est toi qui raccroche, non, c'est toi. Non, c'est toi d'abord. C'est la fameuse séquence ultra célèbre du « Quel est cet oiseau qu'on entend? Mais c'est un rossignol? Ça veut dire qu'il fait encore nuit ?» Enfin, t'es complètement conne ou quoi? C'est absolument pas un rossignol, c'est une alouette. Ça veut dire que c'est le matin déjà. Arrive la nourrice qui dit que là, il faut vraiment partir. Voilà, donc du coup, Roméo se barre, Juliette pleure, arrive la mère. Oui, tu pleures la mort de ton cousin Tybalt. Oui, voilà, c'est ça. En vrai, tu peux me le dire, tu pleures surtout le fait que le fils de pute qu'il a tué est toujours en vie. Hein. Ah, j'aimerais qu'il soit là, pour m'occuper de lui, moi-même. Oui, moi aussi j'aimerais qu'il soit là. Moi aussi, j'aimerais m'occuper de lui, moi-même. T'inquiète, on va se venger de lui. Il s'est barré à Mantoue, mais on a des gens là-bas qui vont lui refiler du poison. Comme ça, il va mourir, ce gros bâtard. Bah ça, c'est bien, ça, c'est cool. C'est une bonne idée. Oh, bah sinon, figure-toi qu'on a une bonne nouvelle. Tu vas te marier avec Paris dans 2 jours. Ah ok, d'accord. Le gars, il m'a pas courtisé 2 secondes, je le connais même pas, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé. Il faut que je l'épouse après-demain? Mais même pas en rêve, je l'épouse. Tu sais quoi? Je préfère encore épouser ce Roméo là, qu'on déteste tous tant. Eh ben, tu sais quoi, j'entends ton père qui arrive. Eh ben, tu vas lui dire exactement comme moi. Puis on va voir comment il va te recevoir. Eh oh, tout le monde, ça va? Alors maman, t'as appris la bonne nouvelle à Juliette? Alors, oui, mais elle dit qu'elle s'emballait, qu'elle dit qu'elle a pas envie. Mais comment ça, t'as pas envie? Mais t'as craqué ou quoi? Bah non, mais moi je le connais pas, votre gars, j'ai pas envie. Attends, mais par la peau du huc, moi je te traîne à l'église s'il faut. Je t'y traînerai sur la clé, moi.
Ah, Livy de Charogne, bagasse, la face de suif. Non mais oh, mais du calme, t'es zinzin ou quoi? Mais t'énerve pas comme ça, écoute-moi juste une seconde. Au diable, petite bagasse. C'est quoi une bagasse? La bagasse est le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre une fois que l'on en a extrait le sucre. Ouais, exactement. Alors écoute-moi bien, Juliette, parce que celle-là, elle va partir. Je sais pas comment te dire, si tu veux. Je trouvais qu'avoir un seul enfant, c'était pas beaucoup. Là, je commence à me dire que c'était peut-être déjà trop. Non, monsieur, mais pardon, mais faut pas dire des choses comme ça. Ça commence à être gentiment le bordel ici. Alors, toi, la nounou, va donc plutôt voir ailleurs si j'y suis. Ok, il dit pas exactement ça. En vrai, il dit... Ah bah si. Il dit exactement ça. Retenez votre langue, maîtresse Prudence, et allez bavarder avec vos commères. Voilà. Je vous passe le reste de la scène, hein, où il y a les parents donc, de Juliette qui se barrent en maudissant leur fille. Il y a la nourrice qui dit à Juliette, écoute, Paris, c'est quand même un beau gosse, qui est riche et tout. Roméo, il est sans doute déjà mort. Alors il y a Juliette qui dit, bon, bah cet après-midi, je vais aller voir le frère Laurence à Confesse. Puis elle envoie chier sa nourrice. Puis une fois que la nourrice est sortie, elle dit, bon, bah, avec le frère Laurence, on va trouver une solution, parce que si on trouve pas une solution, je trouverai bien un moyen de me tuer. Parce qu'évidemment, 2 drama queens, ça vaut toujours mieux qu'une seule drama queen. Voilà. Et c'est le moment où on va rentrer dans l'acte 4. Celui dans lequel on regrette le bon temps où c'était seulement la merde. Et donc l'acte 4 commence dans la cellule du frère Laurence avec Paris qui est là, qui discute avec le moine pour préparer le mariage. Alors il y a le frère Laurence essaye de temporiser en disant « Ah, mais vous allez déjà l'épouser alors que vous n'avez pas encore échangé 2 mots avec elle. Bah, c'est franchement singulier. C'est franchement singulier. C'est franc. Putain, non, il n'y a pas, j'ai pas l'intonation. Chez Chounet ? Oh, c'est franchement singulier. Ouais, tout de suite. Hein. Merci. Et donc, Juliette arrive, et alors, Paris, il lui fait une drague, mais de demeurer. Mais déjà, il l'appelle déjà ma femme, et lui dit des trucs à base de... Mais t'as pleuré? Mais t'es pas belle quand t'as pleuré? Ça, on s'en fout que je sois pas belle quand j'ai pleuré, parce que de toute façon, je suis pas belle. Et tu dis pas des trucs comme ça, ok? Tu m'appartiens, donc quand tu dis que t'es pas belle, en vrai, c'est moi que t'insultes. Bonne ambiance, donc. Alors, il y a le moine qui demande à Paris de se barrer parce qu'il doit recueillir la confession de Juliette, ce qu'il lui dit, voilà, donc Paris se barre. Et il y a Juliette qui dit au moine, tu connais la situation, donc trouve une solution ou je me suicide. Donc le moine qui est un peu coincé, il cherche une solution, et il finit par trouver un truc, mais il prévient, il dit attention, ça va être chaud sa mère. Et il va chercher, derrière, il va chercher une fiole qui remet à Juliette en disant, voilà, attention, quand tu vas boire ce truc, ça va tellement ralentir ton métabolisme. Là, vous pensez bien que c'est moi qui traduis, je veux dire, Shakespeare, il fait pas de soliloque sur le métabolisme. Non. Tellement ralentir ton métabolisme, donc, que tout le monde croira que t'es morte. Alors qu'en fait, non. Pas mal. Ta famille portera ta dépouille dans le caveau familial, c'est la tradition. Ensuite, il y a Roméo qui viendra te chercher à ton réveil, et là, vous vous barrerez. Toi, t'auras été sauvé du déshonneur de devoir te marier 2 fois ou de devoir refuser à ton père d'être marié. Enfin bref, voilà. Toi, tu seras sauve. Vous devrez vivre caché, mais vous pourrez vivre heureux. Il faut juste que j'écrive une lettre à Roméo pour le prévenir et pas qu'il croie que t'es vraiment morte. Parce que s'il croit que t'es vraiment morte, il risque de mal réagir. Il suffit qu'il reçoive la lettre avant d'entendre la rumeur comme quoi t'es morte. C'est un bon plan, hein, ça va bien se passer. Faut juste qu'il reçoive la lettre. Et tout ira bien. Scène 2 chez les Capulet, on est en train de commencer à organiser les noces. Il y a Juliette qui arrive avec un grand sourire en disant qu'elle a rencontré Paris, que tout est arrangé, qu'elle est heureuse de l'épouser, mais que là, elle est un petit peu fatiguée, elle va aller se reposer dans sa chambre, ok? Scène 3, Juliette est prête pour son mariage le lendemain, c'est le soir, elle doit se coucher, donc elle dit bonne nuit à sa nounou, elle dit bonne nuit et adieu à sa maman, et une fois que tout ce petit monde est parti et qu'elle se retrouve seule, elle attrape la fiole, et elle boit tout le contenu de la fiole. Scène 4 chez les Capulet, tout le monde est en train de se préparer pour le mariage qui va avoir lieu tout à l'heure. Scène 5, la nourrice va dans la chambre de Juliette pour réveiller Juliette et constate qu'elle est morte. Décédée. Elle est morte. Elle est morte. Décédée. Elle est morte. Bon, j'avoue, là, c'est pas nécessairement le plus beau vers de Shakespeare. Mais bon, ça fait le taf. Le frère Laurence arrive, soi-disant, pour faire le mariage. Il arrive tout sourire en disant « Ah, ça va, tout va bien, vous êtes contents, hein, vous passez une bonne journée ?» Et là, tout le monde tire la gueule en expliquant « Ah, Juliette, elle est morte. » Quoi ? Juliette est morte? Vraiment? What? Alors ça, si je m'attendais. Mais du coup, il faut qu'on organise la cérémonie de quand vous l'amenez dans le caveau familial. Et on va faire ça maintenant, c'est important. Acte 5, le dernier, Roméo se promène dans les rues de Pantoux quand il croise Balthazar, son page, qui a des chaussures. Il y a une histoire de chaussures, mais on s'en fout, on va pas en parler. Voilà. Donc en tout cas, il voit son page et lui dit « Hey, t'as des nouvelles de Vérone ?» Et Balthazar dit « Bah ouais, j'ai des nouvelles de Vérone. Figure-toi que Juliette est morte. »
Enterré, je l'ai vu de mes yeux vus. Et comme je savais que c'était une info importante pour vous, j'ai décidé de tracer ici direct sans passer par le frère Laurence qui avait peut-être une lettre pour vous, juste pour vous amener immédiatement la nouvelle. Je crois bien que le mot que je cherche, c'est « chais ». Donc là, Roméo, on retourne à Vérone, je vais aller mourir auprès de ma belle. Roméo va chez un apothicaire en lui disant « Mec, tu vas me filer le poison le plus violent de la life que tu as à ta disposition. » Normal. Et il repart avec une fiole sa mère que juste si tu la regardes déjà, t'es pas bien. Et en vrai, l'apothicaire au début, il était pas chaud, mais il est pauvre. Et alors, il y a Roméo qui lui dit « Je paye ta pauvreté et non ta volonté. Mec, sans déconner, je t'aime bien, mais des fois, t'es juste un petit con en fait. » Scène 2, frère Jean, un autre moine franciscain, va rejoindre le frère Laurence. Alors il y a Laurence qui lui dit « C'est bon mon frère Jean, t'as pu remettre la lettre à Roméo ?»« Ah ben non, en fait, j'ai pas pu. » « Oh là, bah, j'espère que ça n'aura pas de conséquences fâcheuses. » Alors oui, parce que juste à ce stade, en fait, le frère Laurence n'imagine pas que Roméo a appris la mort de Juliette. Il pense juste que Juliette, elle va se réveiller seule et que Roméo sera pas à côté. Donc c'est pas si grave. Scène 3, et on a presque fini, il y a Paris qui est en train de se recueillir devant le tombeau de Juliette, c'est quand même un peu merde, c'est la loose quoi. Et il se cache quand il entend que Roméo arrive. Alors il y a Roméo qui arrive et qui commence à ouvrir le caveau. Genre il y va au pied de biche. Hein, voilà. Et donc, il y a Paris qui regarde ça, qui se dit « Putain, mais il compte faire quoi exactement avec la dépouille de ma femme ?» Et donc, il le somme d'arrêter, voilà, il arrive « Ah, arrête !» Parce que Roméo doit mourir, pas le film. Sauf que Roméo est d'accord, il dit « Oui, je dois mourir, mais pas ici, t'es gentil, je dois mourir dans le tombeau de Juliette, ok ? Alors, va jouer plus loin. » Paris, comme un gros gland, sort son épée, ils se battent, Roméo tue Paris, entre dans le tombeau. Là, il voit Juliette, il se dit « Ah, Juliette, putain !» Il sort sa fiole, il boit sa fiole, il a juste le temps d'embrasser Juliette et blam, il tombe raide mort devant Juliette, qui se réveille. Juliette, bon, elle est pas fraîche, mais bon, une fois qu'elle a fait genre comme ça, elle s'en les croppe des yeux, tout ça, elle regarde par terre, elle voit Roméo qui est mort, elle se dit « Ah, ça n'a pas dû se passer exactement comme on pensait. » Alors, elle attrape la fiole de Roméo, la fiole de poison, elle essaye d'en boire, mais il n'y en a plus. Alors, elle essaye d'embrasser Roméo pour essayer de récupérer du poison sur sa bouche, mais il n'y en a plus. Alors, elle attrape le poignard de Roméo, c'est Freud qui devait être content en lisant ça, et elle se poignarde, et elle meurt. Salut à toi, ô couple de... je sais pas. Là, le prince arrive avec tout le monde, il regarde ça, il se dit « Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, j'en peux plus !» Il attrape le père Capulet, le père Montaigu, il dit « Putain, mais je vous avais quand même prévenu, vous comprenez bien que tout ça, c'est votre faute. Vous êtes quand même deux ramasse-merde. » Là, le père Montaigu explique, c'est gratos, hein, ce truc-là. Ce truc-là, c'est gratos. Le père Montaigu explique que sa femme est morte de tristesse pendant la nuit à cause de l'exil de son fils. Sans déconner, JPP, ils sont tous cinglés dans cette histoire. Le prince, lui, il faut quand même bien qu'il trouve un coupable, donc il demande ce qui s'est passé. Il y a le frère Laurence qui arrive et qui raconte ce qui s'est passé, ce qui fait quand même halluciner le prince. Nous t'avons toujours connu pour un saint homme. Balthazar donne la lettre qui était prévue pour Roméo, il la donne au prince, donc le prince lit la lettre, il se rend compte que putain, mais tout ça c'est vrai quoi en fait, hein. Waouh. Papa Capulet et papa Montaigu se prennent la main, il y a Capulet qui dit qu'il va offrir le douaire de sa fille à Montaigu, donc le douaire c'est en gros c'est sa dot. Il y a Montaigu qui dit attention, moi je vais faire ériger une statue en or à la mémoire de Juliette, et il y a Capulet qui dit j'exige que Roméo soit enterré aux côtés de sa femme. Donc c'est bon, il n'y a plus de querelle, ils sont tous potes maintenant, youpi. Et le prince, de conclure, cette matinée apporte avec elle une paix sinistre. Le soleil se voile la face de douleur. Partons pour causer encore de ces tristes choses. Il y aura des graciés et des punis. Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Et c'était Roméo et Juliette, la célèbre histoire d'amour tragique de William Shakespeare. Sauf que voilà, Roméo et Juliette, c'est pas une histoire d'amour. Parce qu'il y a une partie de l'histoire que j'ai volontairement omise. Et c'est une partie de l'histoire qui est importante dans la pièce, mais qui est classiquement coupée dans les adaptations au cinéma. D'ailleurs, dans la version de Zeffirelli, on en parle à peine, et dans la version de Baz Luhrmann, on en parle à peine plus. Et cette partie, c'est celle qui concerne Rosaline. Et alors, qui est Rosaline ? Revenons un petit peu au début de la pièce, si vous voulez bien vous rappeler. J'avais dit que Roméo était morose. En réalité, c'est bien pire que ça. Oh, que les heures tristes semblent longues. N'est-ce pas mon père qui vient de partir si vite ? C'est lui-même. Quelle est donc la tristesse qui allonge les heures de Roméo ? La tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégerait.
Amoureux, éperdu. D'amour, des dédains de celle que j'aime. Roméo est amoureux de Rosaline, à en mourir. Mais Rosaline a fait vœu de chasteté pour toute sa vie, ce qui fait que celle de Roméo n'a plus aucune valeur pour lui. Elle est trop belle, trop sagement belle, car elle mérite le ciel en faisant mon désespoir. Elle a juré de n'aimer jamais, et ce serment me tue en me laissant vivre, puisque c'est un vivant qui te parle. Suis mon conseil, cesse de penser à elle. Oh, apprends-moi comment je puis cesser de penser. Donc l'histoire commence avec un Roméo qui est amoureux de Rosaline. C'est parce qu'il est amoureux de Rosaline qu'il se rend à la fête chez les Capulets où il va rencontrer Juliette, parce que Rosaline n'est autre que la cousine de Juliette. Et la suite, on la connaît, il va à la soirée, il voit Juliette, il oublie instantanément Rosaline, comme si elle avait jamais existé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle finit souvent coupée au montage dans les adaptations au cinéma, parce que la pièce, elle dure plus de 3 heures en vrai, hein, donc au cinéma, il faut quand même... voilà. Cela étant, ce n'est pas la seule chose qui concerne Rosaline. Vous vous rappelez, quand Roméo va voir le frère Laurence pour lui dire « Écoute, il faut que tu me maries avec Juliette parce que je suis amoureux d'elle », je vous avais dit que la scène était plus longue et qu'on en parlerait par la suite. Bah, c'est maintenant. Lorsque Roméo va voir Laurence pour lui dire qu'il est amoureux, eh ben, le moine, lui, il pense automatiquement qu'il s'agit de Rosaline, puisque Roméo lui casse la tête avec Rosaline. Je conclus donc de ta visite matinale que quelques graves perturbations t'a mis sur pied. Si cela n'est pas, je devine que notre Roméo ne s'est pas couché cette nuit. Cette dernière conjecture est la vraie. Mais mon repos n'en a été que plus doux. Dieu pardonne aux pécheurs. Étais-tu donc avec Rosaline? Avec Rosaline? Oh non, mon père spirituel, j'ai oublié ce nom, et tous les mots attachés à ce nom. Et lorsqu'il demande à ce que le frère les marie, apprends-le donc tout net. J'aime d'un amour profond la fille charmante du riche Capulet. Elle a fixé mon cœur comme j'ai fixé le sien. Pour que notre union soit complète, il ne nous manque que d'être unis par toi dans le saint mariage. Quand, où et comment nous nous sommes vus, aimés et fiancés, je te le dirai chemin faisant. Mais avant tout, je t'en prie, consens à nous marier aujourd'hui même. Par Saint François, quel changement! Cette Rosaline que tu aimais tant, est-elle donc si vite délaissée? Ah! L'amour des jeunes gens n'est pas vraiment dans le cœur. Il n'est que dans les yeux. C'est écrit noir sur blanc, d'accord? Bon, sauf en mode sombre. Et sinon, c'est écrit noir sur blanc. Le frère Laurence le dit très bien. Il dit « L'amour des jeunes gens n'est pas dans le cœur. » Que de larmes pour Rosaline ont inondé tes joues blêmes. Que d'eau salée prodiguée en pure perte pour assaisonner un amour qui n'en garde pas même l'amer goût. Le soleil n'a pas encore dissipé tes soupirs dans le ciel. Tes gémissements passés tintent encore à mes vieilles oreilles. Tiens, il y a encore là sur ta joue la trace d'une ancienne larme, non essuyée encore. Si alors tu étais bien toi-même, si ces douleurs étaient bien les tiennes, toi et tes douleurs, vous étiez tout à Rosaline. Et te voilà déjà changé. Prononce donc avec moi cette sentence. Les femmes peuvent faillir quand les hommes ont si peu de force. Tu m'as souvent reproché mon amour pour Rosaline. Ton amour? Non, mon enfant. Ton idolâtrie. Et tu m'as dit d'ensevelir cet amour. Je ne t'ai pas dit d'enterrer un amour pour en exhumer un autre. La seule chose qui va décider le frère Laurence à effectivement marier Roméo et Juliette, et je vous invite à lire la scène. De toute façon, je vous ai mis le lien vers le texte intégral dans la description, puisque c'est dans le domaine public maintenant. Donc, la seule chose qui va décider donc le frère Laurence à marier Roméo et Juliette, c'est l'idée que ça va mettre un terme aux querelles entre les deux familles. C'est de ça qu'elle parle, la pièce en vrai. Imaginez l'histoire racontée ainsi. 2 jeunes ados de 16 piges qui tombent amoureux fous d'un simple regard. Comme ça arrive à des milliers d'ados partout dans le monde en permanence. Ce sont des amours d'adolescents. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est pas sérieux, ou que c'est pas du vrai amour, ou que c'est pas important. Je dis que ce sont des amours qui naissent et qui meurent dans les vies de tous les adolescents. D'ailleurs, le frère Laurence, il le dit avec un ton de jugement, mais il le dit très justement. Ce sont des amours qui peuvent naître et mourir en un instant. Mais plutôt que de laisser ces adolescents s'aimer simplement le temps que ça dure, on a un représentant spirituel qui se propose d'organiser leur mariage en vue de réconcilier leurs familles qui se font la guerre. Est-ce que vraiment, ça vous fait pas penser à ces mariages royaux pendant le Moyen-Âge entre le prince de tel pays et la princesse de tel autre pays, histoire qu'ils se fassent plus la guerre? Des mariages souvent organisés par l'Église. Alors, on pourrait se dire que le moine, dans cette histoire, il est plutôt sympa, parce qu'il essaye quand même d'arranger le coup entre Roméo et Juliette, et en même temps, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les deux, ils s'aiment, ils vont se marier, les familles, il n'y aura plus de querelles, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui échafaude toute son histoire de poison et de machin, et de Juliette qui passe pour morte, et de j'envoie une lettre à Roméo. Alors oui, c'est vrai, il le fait aussi parce que Juliette lui dit que s'il ne le fait pas, elle se suicide.
Donc c'est vrai que la marge de manœuvre du gars, elle n'est pas ouf. Toujours est-il que c'est, à mon sens, de ça que parle la pièce. De comment ces conflits entre deux familles vont causer la mort de ces adolescents, mais pas seulement. C'est à cause de ces conflits que Tybalt meurt, que Mercutio meurt. Je rappelle que juste avant de mourir, Mercutio maudit les deux familles. Il dit précisément la chose suivante. « Malédiction sur vos deux maisons. Elles ont fait de moi de la viande à vermine. Oh, j'ai reçu mon affaire, et bien à fond. Vos maisons. » Et donc avec la mort de Mercutio, la mort de Tybalt causée par Roméo, et ensuite tout s'enchaîne comme on l'a vu. Alors évidemment, on peut raconter l'histoire autrement, c'est telle qu'elle est racontée dans les films, ou telle qu'elle est racontée par exemple dans West Side Story, en focalisant uniquement sur l'amour de Roméo et Juliette et l'impossibilité de cet amour. Et là, oui, vous avez effectivement une histoire d'amour qui est tragique. Mais la pièce elle-même, la pièce dont je rappelle que le titre originel est une excellente tragédie prétentieuse de Roméo et Juliette, cette pièce fait la part belle à Rosaline. Croyez-moi, je veux dire, c'est pas juste une mention en bas de page. Hein. Et si on prend en compte Rosaline et l'amour de Roméo pour Rosaline, alors du coup, l'amour de Roméo devient relatif. Parce que oui, il tombe amoureux de Juliette à en mourir, mais exactement comme quelques minutes plus tôt, il était amoureux de Rosaline à en mourir. Ce changement, qui est parfaitement bien noté par le frère Laurent, ce changement est là pour nous rappeler que ce sont des amours adolescentes, qui ne concernent pas la politique des adultes. Et voilà selon moi de quoi parle réellement Roméo et Juliette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord. D'ailleurs, j'en profite aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format. J'ai mis, je vous l'ai dit, en lien dans la description, le texte intégral en français. Je vous invite tout de même à vous procurer une édition bilingue. C'est quand même mieux. Et il doit y en avoir en ligne, d'ailleurs, je n'ai pas cherché plus que ça. Voilà. Mais voilà. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas bien l'œuvre de Shakespeare et que vous avez envie de vous y mettre, je ne saurais que trop vous recommander les adaptations au cinéma suivantes. Alors, bien sûr, ça ne vaut pas lire les pièces ou encore voir les pièces, parce que je rappelle que les pièces sont faites pour être jouées, pas pour être lues. Voilà, mais au cinéma, vous pouvez voir bien sûr le Roméo et Juliette de Zeffirelli. C'est un classique. Le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, pour moi, il est plus intéressant, mais par contre, attention, ça date des années 90, au moment où on tournait encore à la pellicule, mais qu'on montait en numérique. C'est la période MTV, si vous voulez, des films. Ça a vieilli. Ça a bien vieilli, mais il est quand même très intéressant, je trouve. Après, dans les comédies de Shakespeare, je vous invite vraiment à voir Beaucoup de bruit pour rien. La version de Kenneth Branagh, pas la version de Joss Whedon. La version de Joss Whedon, elle est sympathique, mais on s'en fout, elle est pas très intéressante. La version de Kenneth Branagh est vachement bien. À propos de Kenneth Branagh, d'ailleurs, il y a son adaptation d'Hamlet qui est incroyable. Le texte intégral, hein, quasiment 5 heures. C'est un film qui est fabuleux, de A à Z. Il est incroyable. Alors, surtout si on le compare à la version de Zeffirelli, avec Mel Gibson en Hamlet. Alors, Mel Gibson en Hamlet, c'est un truc à voir quand même. Parce que c'est vrai que quand il fait le dingue de l'arme fatale, en fait. En revanche, Helena Bonham Carter en Ophélie, dans le Hamlet de Zeffirelli, là, c'est un bonheur. Voilà. Mais sinon, c'est le Hamlet de Branagh, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà. Il y a celui de Laurence Olivier aussi, qui est très, très théâtral. Qui dit « Être ou ne pas être ». Voilà. Qui est un classique. Hein. Et bien sûr, après, il y a l'excellent Looking for Richard, qui est un documentaire de Al Pacino, à l'époque où il voulait faire une adaptation filmée de Richard III, qui s'est finalement jamais faite. Mais donc, en gros, c'est un genre de making-of, mais du coup, c'est devenu un documentaire où on voit, il a rencontre des acteurs qui vont jouer les rôles, ils discutent du texte, ils préparent leur texte, ils cherchent des lieux, etc. Et le film est le documentaire est hyper intéressant pour ça. Sinon, il y a un film qui va arriver en octobre sur Disney+, un film dont la sortie a été reportée, je crois, plusieurs fois à cause du Covid. Ce film, c'est Rosaline. Je l'ai pas vu, je ne connais pas. Hein, voilà, mais sur le principe, Rosaline, ça va raconter l'histoire de Roméo et Juliette, mais du point de vue de Rosaline. L'idée est hyper intéressante, j'espère vraiment que ça va pas être nul. Et j'en profite également pour vous rappeler que non, Le Roi Lion n'est pas une adaptation de Hamlet. Parce que je sais que ça va finir en commentaire en disant dans les adaptations de Shakespeare, il y a Le Roi Lion quand même. Non. Le Roi Lion, c'est pas une adaptation de Hamlet, c'est juste faux. Et je m'en conne que vous me disiez, oui, mais il y a tel mec de l'équipe du film qui a dit que c'était une adaptation. Je m'en fous. Un roi qui se fait buter par son frère qui veut régner à sa place, ça ne suffit pas à être une adaptation de Hamlet. Ça suffit pas, c'est tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, surtout si elle vous a plu, partagez-la, c'est hyper important. On ne le dira jamais assez, c'est pour ça qu'on le répète tout le temps. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous rappelle que j'ai toujours un compte Tipeee, qui est par ici. Le lien est dans la description, si vous voyez rien qui s'affiche ici. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.